toujours quand nous parlons de plasticité synaptique, on veut dire des modifications de la synapse, des modifications de la structure de la synapse qui conduisent à une modification fonctionnelle. Alors c'est quoi les modifications fonctionnelles? C'est que le potentiel postsynaptique qui est produit est différent en fonction de l'expérience, en fonction de l'histoire de la synapse. Ça, c'est vraiment très, très important pour les apprentissages, c'est vraiment très, très important pour la mémoire. Et nous avons déjà vu le mécanisme, un mécanisme en tout cas important de potentialisation à long terme, de long-term potentiation. Alors, on l'a vu dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Il existe d'autres types de LTP, mais vraiment celle-ci, elle est importante pour nous parce que nous l'avons bien comprise. Elle met en jeu le récepteur AMPA et le récepteur NMDA. Donc, que nous appelons ici le NMDAR, et nous avons vu comment. Alors, nous avons donné aussi un exemple qui vous vient de la culture générale, hein, celle du chien de Pavlov. Dans les années 40, un psychologue qui s'appelait Donald Hebb, un Canadien, a proposé une théorie très très importante, très influente de plasticité synaptique. Et on appelle ces théories la théorie de Hebb, ou on dit même synapse de Hebb. L'idée de Hebb, c'est que, alors je vais vous le dire tel que lui l'a dit, il dit si une cellule a une activité forte, persistante, une cellule présynaptique, a une activité assez importante par rapport à une cellule postsynaptique, alors la force de la synapse va s'en trouver changée. C'est-à-dire que il va y avoir des modifications, il va y avoir une croissance de la synapse, l'expression par exemple de nouveaux récepteurs, ce qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais c'était son hypothèse qui est vérifiée depuis lors, des modifications métaboliques aussi, dans la cellule postsynaptique et ou dans la cellule présynaptique, qui vont conduire à une augmentation de l'efficacité de l'influence de A sur B. C'est-à-dire que le même stimulus de A va conduire à des potentiels postsynaptiques plus importants. Alors, si nous reprenons l'exemple du chien de Pavlov, imaginons ici un neurone qui est ici, qui correspond au fait que vous détectez le fait qu'il y a à manger. Hein, voilà, je mets un os. Et ce neurone va avoir une synapse sur un neurone, et ce neurone, lui, il a un rôle dans la salivation. Donc c'est lui qui va faire que notre chien voilà, notre chien va se mettre à saliver. Voilà, je vous le dessine comme ça, qui va saliver. Donc, s'il sent la présence de l'os. Mais vous vous souvenez aussi que dans l'expérience, il y avait la sonnette et le neurone ici qui détecte la sonnette est aussi branché sur ce neurone de la salivation. Et si celui-là décharge et celui-là décharge en même temps, ça va faire beaucoup de stimulation sur ce neurone de salivation qui va le rendre très très sensible, qui fait qu'à un moment, si nous n'avons que cette stimulation-là, ça suffira à faire saliver le chien. Alors ça c'est vraiment ce qu'on a vu, et ça, c'est ce que Hebb a dit, il a dit en anglais, voilà, cells, des cellules that fire together, qui déchargent en même temps, wire together,
sont câblés, sont branchés ensemble. Ce que nous voyons maintenant, c'est que les mécanismes que nous avons décrits de transmission synaptique, ces mécanismes sont dynamiques et changent la synapse elle-même, induisent une plasticité synaptique, et que la synapse garde donc en mémoire ce qui s'est déjà passé. La synapse peut le garder en mémoire, on peut apprendre. Nous avons vu comment ça se passe avec l'excitation, par la potentialisation à long terme, quand on a une excitation qui est vraiment très très importante présynaptique. On peut aussi l'avoir avec une excitation présynaptique qui est moins importante. Et nous allons voir qu'il y a justement une image en miroir entre la LTP et la LTD, la dépression à long terme. Eh bien, regardons ça maintenant.